Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Vous êtes plus de 2 millions de personnes qui écoutent les programmes de Studio Tamani tous les jours. Merci de votre fidélité et à travers 75 radios et 3 télévisions au Mali, vous écoutez Le Grand Dialogue. Aujourd'hui, nous allons parler de corruption au Mali et de la responsabilité de la justice, l'appareil judiciaire. Alors, nos invités sont Abdurrahman Mohamed Maïga du syndicat libre de la magistrature Silma, Clément Dambélé de la plateforme de lutte contre la corruption et le chômage au Mali et professeur Mamoutou Soumaré, économiste-chercheur au groupe de recherche et de réflexion sur la corruption GRRC. Je suis Mouhamadou Touré, chers invités, auditeurs, téléspectateurs, vous également qui nous suivez en direct sur Facebook. Bonsoir à tous et bienvenue à ce grand dialogue. Le Grand Dialogue. L'ambassadeur d'Allemagne qui estime qu'il ne va pas encourager un Allemand à investir au Mali, qui estime que la politique n'encourage pas la lutte contre la corruption au Mali et les magistrats qui ont dénoncé cette situation, qui estiment que l'État doit réagir face à cette question. Alors, Abdurrahman Mohamed Maïga, qu'est-ce que vous reprochez à cette déclaration de l'ambassadeur d'Allemagne ? Merci beaucoup. Merci au studio Tamani pour cette occasion, une fois de plus, de nous retrouver autour de la justice. Et écoutez, ce que nous reprochons aux déclarations de l'ambassadeur d'Allemagne en fin d'émission, c'est d'abord de s'être trompé de cible. De s'être trompé de cible, lui spécifiquement, et d'une manière générale. C'est que quand on parle de lutte contre la corruption au Mali, tout de suite on indexe la justice, comme si c'est la justice qui détourne les fonds. Or, les fonds sont détournés ailleurs. D'accord. Donc vous êtes d'accord que la corruption est une réalité au Mali, mais vous estimez que c'est la justice qui n'est pas corrompue. La justice, disons, telle qu'on la conçoit ou telle qu'on la cible aujourd'hui, disons, on lui fait un faux procès. La justice, elle aussi, elle a ses problèmes, et des très très sérieux problèmes, des problèmes qui sont réels sur lesquels on doit discuter. Mais ramener le problème de la corruption au Mali à la justice, elle seule, c'est, je pense, un faux procès, et c'est déplacer le débat, et c'est se tromper des cibles, et donc se tromper totalement de solution. Donc si je comprends bien, on peut dire que la justice malienne est corrompue, mais elle n'est pas la seule, ce n'est pas le seul secteur corrompu. La justice malienne... je ne dirais pas comme ça. Écoutez, c'est que dire les choses comme ça, c'est simple. Et ce serait trop simpliste de dire que la justice, elle est corrompue. Écoutez, dire cela comme ça, c'est aussi faire insulte à ces centaines de magistrats qui, dans l'anonymat et dans le dénuement le plus total, travaillent en tout honneur, en toute dignité, et comme le serment le demande. Il y a des brebis galeuses. Et des brebis galeuses, il y en a partout. Des renards, il y en a dans toutes les forêts. Mais on ne peut pas ramener le problème de la justice uniquement à la corruption. Non. Le problème de la justice, on a fait ce débat ici même, quand il s'agissait des questions de réforme de la justice, c'est un problème qui est plutôt d'organisation, un problème de matériel. Ça, c'est le grand problème au niveau de la justice. Mais pas la corruption. Alors, au niveau de la plateforme de lutte contre la corruption et le chômage au Mali, Clément Dambélé, est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos de l'ambassadeur d'Allemagne ? Moi, je pense que l'ambassadeur, il faut qu'à un moment, on sorte un peu de cette forme de schizophrénie sentimentale et de l'émotionnel qui est trop exagéré. Il faut qu'à un moment, on assume la responsabilité historique. Quand un ambassadeur allemand dit qu'il y a de la corruption au Mali et qu'il ne conseillerait pas un investisseur allemand d'investir au Mali, moi, je ne vois pas comment ça peut choquer pour quelqu'un qui connaît vraiment la situation réelle de ce pays. Et quelqu'un qui sait comment ça se passe, la corruption a tellement gangréné le système que ça soit même une surprise. Moi, je ne suis pas du tout surpris. J'étais surpris s'il disait « J'encourage les gens à investir au Mali, venez avec l'argent ». Il n'y a pas de garantie juridique pour l'investissement à un niveau élevé au Mali. On le sait très bien. On sait très bien qu'on donne des milliards au Mali qui sont détournés. La vérité, M. Touré, c'est qu'au Mali, il y a 250 milliards qui sont détournés au Mali. Le dernier rapport du vérificateur général en est un exemple frappant.
où on cite des structures d'État, où il y a eu des manques à gagner, mais il y a eu des détournements. À ciel ouvert, aujourd'hui, on sait à peu près des gens qui détournent des milliards. Ils sont cités. On ne voit pas d'ouverture d'informations judiciaires. On ne voit pas une volonté politique. Je suis d'accord avec M. Maïga parce qu'aujourd'hui, la justice malienne a besoin d'accompagnement d'une bonne volonté politique. Il manque du matériel. Mais il y a aussi dans la justice malienne ces grands réseaux de corruption. Il y a des magistrats, pas tout le monde, j'ai des amis magistrats qui, en 15 ans, je les cite souvent son exemple, à Kati, il n'arrive pas à construire sa maison. Il y a des magistrats qui sont d'une très grande probité. On ne peut pas aujourd'hui dire que tous les magistrats maliens sont corrompus, sinon on arrête la République. On ne peut pas dire que toute la magistrature est corrompue, mais il y a une bonne partie de la magistrature malienne, une bonne partie de la justice malienne qui est corrompue, et ça se voit à tous les niveaux. Aujourd'hui, à tel point que dans l'inconscient collectif du Malien, quand tu lui parles de la justice malienne, quand tu lui parles du juge, il a peur. Une justice ne doit pas être une justice de peur, de crainte. Ça doit être une justice d'équité, une justice d'accompagnement, de protection. Parce qu'aujourd'hui, même le problème du centre du Mali est lié à deux choses, à la corruption, à l'injustice. À un moment, on ne faisait pas la justice comme il faut. Les juges incarnent la probité, ils incarnent le regard, ils incarnent la République, la nation, toutes les vertus qu'on peut avoir. Ce n'est pas le cas au Mali. Donc, est-ce qu'en plus de l'ambassadeur, la plateforme également n'encourage pas les gens à investir au Mali? Tant qu'on n'aura pas combattu contre la corruption, je n'encourage personne, je n'encourage personnellement personne de dire que oui, il faut investir. Il faut investir pourquoi? Ce n'est pas du patriotisme. Ce n'est pas du patriotisme parce que quand vous encouragez vos amis à venir investir et qu'ils laissent leurs plumes, ils vont alerter le reste du monde et on sera abandonné. Pour l'instant, la priorité, ce n'est pas de dire on n'encourage pas. La priorité, c'est de lutter contre la corruption. La priorité, c'est d'accompagner la justice malienne, d'accompagner les juges maliens, les magistrats maliens à retrouver le blason d'or. Moi, je n'accuse pas la justice malienne, mais elle est corrompue. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la justice soit une justice d'équité, d'égalité de chances? Justement, vous parlez de justice. Quand on pose la question corruption au Mali, quelle est la responsabilité de la justice, qui est le thème du grand dialogue sur Facebook? Il y a Sanou Marie Claire Dambélé qui pose la question. Et si la justice même est corrompue, est-ce que sa question est justifiée selon vous? Elle est justifiée. Elle est justifiée aujourd'hui. Vous savez, vous menez une enquête dans les rues de Bamako. Vous demandez à 100 Maliens, vous prenez une portion de 800 Maliens. Vous leur dites, qu'est-ce que vous pensez de la justice malienne? Est-ce que cette justice, vous lui faites confiance ou pas? Vous n'allez pas descendre en dessous de 80%. Pourquoi? C'est parce qu'il y a eu des faits. Je n'accuse pas tous les magistrats. Loin de là. Je ne peux pas me permettre de faire ça. Je suis un bon républicain et je crois encore à ma justice. Je crois encore à la justice malienne. Mais cette justice, elle a été prise au piège par ceux-là même qui devaient la porter et qui sont devenus des hommes de corruption, qui tiennent des réseaux de corruption. Il y a des magistrats bandits au Mali, il faut le dire. Quand on ne le dit pas, ça veut dire qu'on n'est pas intellectuellement probe. Ça, c'est la réalité au Mali. Alors, professeur Mamoutou Soumaré, êtes-vous d'accord avec toutes ces analyses-là Est-ce que la corruption, elle est aussi inquiétante au Mali? La corruption est très inquiétante. Je m'en réfère aux différents rapports. Il y a au mois de mars, en mars 2019, il y a la JUPREC qui a fait un rapport sur l'enquête sur la corruption. 96% des usagers affirment qu'ils ont été victimes de corruption. Ça, c'est pas le point essentiel de ce rapport. C'est que 56% des acteurs de la justice ont admis avoir accepté des avantages ou des pots de vin. Ça, c'est le rapport du JUPREC de mars 2000. Alors, il y a 2 ans, sur une enquête qui a été faite sur les jeunes dans les 5 régions du Mali, on a demandé aux jeunes quelle est leur perception. C'est la justice qui est arrivée en première position parmi les services les plus corrompus. En 2018, il y a eu un rapport de la Fondation ILA, cofinancé par le ministère de la Justice du Mali, sur les besoins de justice au Mali, où on cite que la justice est en première position parmi les secteurs les plus corrompus et que 50 à 60% des personnes ont eu à faire face à la corruption. Ne parlons pas du mail de l'ambassade des États-Unis qui est paru dans Wikileaks en 2009, où on parle de la corruption au Mali. Ne parlons pas de la fameuse phrase de Malik Coulibaly, quand il a démissionné en 2008, pour qu'il était inacceptable que la magistrature soit instrumentalisée. Ne parlons pas de Maguette Sey qui a 3 justices au Mali, 3 magistratures.
la magistrature debout, la magistrature assise et la magistrature couchée. Donc, comme mon collègue vient de le dire, tous les magistrats ne sont pas corrompus. Mais il faut admettre, pour pouvoir penser une plaie, guérir une plaie, il faut admettre les problèmes. Je pense qu'il faudrait vraiment bien que les syndicats, les divers syndicats, admettent qu'il y a des problèmes et que les syndicats mettent en place des structures de lutte contre les brebis galeuses. Que l'on n'ait réellement, pas une fois tous les 10 ans, 2 ou 3 magistrats qui sont licenciés en cas de flagrant délit, mais vraiment, il faut que les magistrats, les syndicats de magistrature mettent en place des procédures d'autocontrôle. Pour essayer de lutter contre ce mal. Parce qu'un pays, un état de droit, ne peut pas se faire sans justice. C'est vrai que monsieur le syndicaliste parlait des moyens, je suis d'accord avec lui. Quand vous voyez que le ministère de la Justice a 25 milliards de budget en 2019, quand le ministère de la Jeunesse est à 17 milliards, trouvez l'erreur. Sur un budget de 2300 et quelques milliards, vous n'avez que 25 milliards. Le rapport du vérificateur en 2009, le vérificateur général, a dit qu'il y avait un tribunal à Bamako qui avait 1 200 000 francs CFA de budget annuel pour 3 500 affaires. J'ai fait le calcul, ça fait 342 francs par affaire. Ça ne peut même pas permettre d'imprimer les documents. Donc, il y a le manque de moyens, mais il faut également admettre qu'il y a de la corruption. Et il faut lutter contre cette corruption. Est-ce que vous admettez qu'il y a des brebis galeuses au sein de la justice? Écoutez, moi, je souhaite revenir sur beaucoup de choses. Allez-y. Beaucoup de choses ont été dites et je pense que c'est le lieu maintenant de revenir sur beaucoup de choses. Je commence par... Professeur Soumaré. Par professeur Soumaré, c'est derrière propos. Disons, pour illustrer le manque de moyens de la justice, l'an passé, les crédits de fonctionnement des justices de paix et des tribunaux ont été réduits de moitié ou totalement supprimés pour certaines juridictions. Réduits de moitié ou totalement supprimés. Pour ceux qui en avaient, ces crédits ont été taxés. Une justice de paix qui se retrouve avec 45 000 francs de frais de fonctionnement par trimestre. Quelle sorte de justice vous voulez? Quelle sorte de justice vous voulez pour votre pays? Est-ce que cela peut pousser des magistrats à être corrompus? Cela met d'abord à mal l'appareil judiciaire. C'est que la fonction régalienne même de l'État avant d'arriver même aux magistrats. Mais est-ce que ça justifie le fait que certains magistrats soient corrompus? On va venir à ça. C'est que moi je souhaite qu'on sorte de l'émotion, du sensationnel, qu'on s'attaque au problème réel. Vous l'avez dit, c'est 25 milliards. C'est moins d'1% du budget national, pendant que dans la sous-région, on prône 3% du budget pour la justice. Et c'est ce même gouvernement, c'est ce même État qui crie sur tous les toits, lutte contre la corruption, mais qui accorde moins d'1% de son budget à la justice. Moi, juge au siège à Kati depuis 4 ans. L'ordinateur sur lequel j'écris mes jugements, ce n'est pas l'État qui me l'a donné. J'ai fait un crédit sur mon salaire et j'ai acheté sur cet ordinateur, je travaille sur ça. Quelle sorte de justice? C'est que vous voulez lutter contre la corruption? Très bien. Vous voulez une justice saine? Très bien. Donnez les moyens ou sinon laissez les gens travailler avec les moyens qu'ils ont. Qu'on arrête de jeter les magistrats à la pâture, qu'on fasse de lui, disons, l'enfant maudit de la République. C'est faux et archi faux. Et moi, je ne suis pas d'accord avec cette conception. Y a-t-il des brebis galeuses? Des brebis galeuses, il y en a partout. Il y en a dans l'enseignement, les notes sexuellement transmissibles, on sait ce qu'il y a. Les brebis galeuses, on en a même dans les forces de l'ordre, on a vu les policiers qui cassaient les vitres. Il y en a partout. Mais je peux comprendre, qu'en ce qui concerne la justice, que ça heurte plus. Parce que, comme on le dit, c'est aux arbres dont les fruits sont en or qu'on lance des pierres. La justice, c'est le dernier rempart. Et on admet très mal que certains comportements puissent être observés au niveau de la justice. Je suis d'accord avec vous. Mais à ramener le débat uniquement à cela, c'est un faux débat. Et je pense qu'on passe à côté de quelque chose de très important. Il y a des détails techniques que les gens doivent avoir pour connaître, disons, pour apprécier l'efficacité de la justice dans la lutte contre la corruption. N'est-ce pas le rôle de la justice de mettre fin à cette corruption? Non, la justice n'est pas fait. Voici pourquoi il y a des détails techniques.
c'est que la lutte contre la volonté partout, et puis les brebis galeuses, il y en a partout, ça se trouve en Allemagne, ça se trouve en France, des scandales. Pour le moment, on parle du cas au Mali qui est inquiétant pour beaucoup de personnes. C'est partout dans toutes les nations, et je vais vous dire, la justice, vous allez en France, c'est la même chose. Rarement vous allez trouver dans une république où la justice, les gens ont une vision idyllique, c'est qu'ils ont une vision magnifique, fantasmagorique de la justice. Ça n'existe pas. Parce que c'est ça même l'essence de la justice. Trancher les choses. Forcément un qui est content et forcément un qui est mécontent. Celui qui est mécontent, à tort ou à raison, dira qu'il y a eu corruption. Ça, c'est l'essence et la quintessence même de la justice. Est-ce qu'il doit être mécontent à tort? Oui, il doit être mécontent. Vous avez un... À raison plutôt. Non. Vous avez un litige. Non, est-ce qu'il doit être mécontent à raison? Mais même quand il peut l'être. Est-ce qu'il doit l'être? Ça, c'est sa conception, ça, c'est son sentiment. Moi, je ne peux rien... Vous avez dit qu'on laisse les questions de sentiment. Oui. Aujourd'hui, vous dites tout de suite que le citoyen peut être mécontent à tort ou à raison. Est-ce qu'il doit être mécontent à raison? Je vous donne un exemple très simple. Des héritiers... Juste oui ou non? Non. Les questions, est-ce qu'il doit l'être? Les questions sont trop complexes pour y répondre par oui ou par non. C'est trop simple. Ce sont des questions qui sont extrêmement complexes. Je vous donne un exemple très simple. Des héritiers sont en conflit pour un héritage, pour un partage de succession. Alors la loi a prévu la succession avec les pourcentages autres. La personne qui estime qu'elle n'a pas eu trop, qu'elle n'a pas eu beaucoup alors que l'autre a eu beaucoup. Or, c'est la loi qui dit ainsi. Elle va être forcément mécontente. Mais mécontente à tort. Vous allez demander à cette personne, elle dirait que la justice est corrompue. Mais c'est la loi qui le dit. Écoutez, aussi, la lutte contre la corruption, il faut qu'on se le dise une bonne fois pour toutes, elle est éminemment politique. C'est une lutte politique. C'est la volonté politique manifeste et réelle qui permet de lutter contre la corruption. Et regardez les rapports, comme vous l'avez dit, les rapports des vérificateurs généraux. Vous n'allez pas avoir le nom des magistrats. Vous n'allez pas avoir le nom des magistrats. Ceux qui détournent sont ailleurs, on les connaît. Et les rapports du vérificateur général sont destinés au président de la République. Fonction éminemment... Et ça me permet de vous poser la question de Youssouf Maïga sur Facebook. Si vous me permettez de développer... Oui, monsieur Maïga, vous allez développer sur le même sujet. Vous allez développer sur le même sujet. Youssouf Maïga demande, il dit une question. Qu'est-ce qui empêche la justice d'interpeller les fautifs après le rapport du vérificateur général? Justement, c'est à quoi? C'est que, comme je dis, les rapports du vérificateur général est adressé au président de la République qui a une fonction éminemment politique. Et quand vous allez voir les rapports, les départements dans lesquels il y a les plus gros détournements, disons, ce sont les départements, disons, sensibles, où l'on place les alliés politiques, les soutiens politiques. Vous voyez un président de la République, parce qu'après le président de la République, le rapport passe par une autre structure, et cette structure saisit le procureur du pôle économique, qui saisit surtout la brigade financière, pour mener les enquêtes. Parce que le rapport du vérificateur général ne sera pas la valeur d'un procès verbal d'enquête préliminaire. Voici pourquoi il y a des détails techniques qu'il faut qu'on se le dise. C'est que si ce circuit éminemment politique n'est pas suivi, si ça ne vient pas au procureur, il ne pourra pas le faire. Il faut que cela vienne pour que cela se fasse. Par rapport au vérificateur, la responsabilité de la justice, c'est seulement de manquer de moyens pour lutter efficacement contre la justice. Est-ce que vous pensez que c'est le cas? En fait, monsieur Maïga, je suis très très content. Nous allons, comme il dit que ce sera un faux débat, maintenant faisons un vrai débat. On va faire la part des choses entre avoir les moyens et avoir l'éthique. On est d'accord? Ce n'est pas parce que je suis fils de pauvre que je vais aller voler. Ce n'est pas parce que je suis malade que je vais refuser de me regarder dans le miroir que parce que je suis malade. En fait, c'est deux choses complètement différentes. Certainement, la justice malienne n'a pas les moyens, on est d'accord. Ils n'ont pas l'ordinateur, ils n'ont pas, etc., etc. Ils sont pas, parfois, ils sont pas bien payés. Mais moi, je pars sur le principe que quand vous n'avez pas les moyens, ça, c'est une revendication à mener. Et je serai prêt à les accompagner, à descendre dans les rues de Bamako, les accompagner pour faire cette revendication, pour demander les moyens. Il faut leur donner les moyens, c'est légitime. Maintenant, la corruption. Comme vient de nous dire aujourd'hui que la justice malienne, elle n'est pas corrompue, que la corruption est partout. Monsieur Maïga, j'ai envie de vous dire que la justice malienne, elle est très très corrompue. Et si vous la comparez à la justice française, le Mali est très mal placé par rapport à la justice française. Je vis là-bas depuis plus de 20 ans et je travaille là-bas. Et la justice, quand on prend la perception seulement auprès des populations, je pense que la France sera 10 fois mieux placée que le Mali dans la perception des populations. Je termine. Mais je vais tout simplement vous dire une chose.
que là où je suis d'accord avec vous, ce sont les moyens. Mais là où je ne serais pas d'accord avec vous, c'est de faire croire que cette justice, elle n'a pas les moyens, donc du coup, on doit occulter la corruption. Juste une chose, en tant que magistrat, et je vous lance un défi. Vous savez que tous les procureurs peuvent s'auto-saisir. Vous n'avez pas besoin de suivre le circuit politique dont vous parlez aujourd'hui par rapport au rapport du vérificateur général pour qu'un procureur s'auto-saisisse. Procureur de la commune 3, par exemple, anticorruption, il peut s'auto-saisir. Il n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. On voit dans les journaux tous les jours des scandales financiers. Pourquoi les magistrats ne s'auto-saisissent pas, notamment les procureurs, pour dire, voilà, j'ai entendu, j'ouvre une information judiciaire. Et nous savons parfois qu'il y a eu des enquêtes. Sautez, demandez et regardez les 2 dernières années des enquêtes qui tombent dans l'eau finalement. Au Mali, c'est le pays où on ouvre des enquêtes et les enquêtes ne terminent jamais. Il n'y a pas de conclusion parce qu'il n'y a personne en prison. Si aujourd'hui le magistrat faisait leur boulot, effectivement, il y aurait plus de prisonniers, des délinquants financiers au Mali que des criminels ou des petits délits. Au Mali, on va en prison parce qu'on est pauvre. Au Mali, on doit acheter son verdict. On voit des gens qui disent « je suis un fou et te voilà, je vole et il n'y a rien qui va se passer ». Au Mali, il y a combien de grands délinquants financiers qui sont en prison? Dans un pays où il y a plus de 250 milliards volés, c'est la justice malienne. Même si vous n'avez pas d'ordinateur, que vous n'avez pas de machine, écrivez à la main et que vous êtes doté du pouvoir judiciaire, vous pouvez arrêter les gens sans avoir les ordinateurs. On va vous offrir les ordinateurs, je vous prêt à vous faire des cadeaux, je vais vous faire des dons, il n'y a pas de souci. Mais je vous dis tout simplement que la question de la corruption et la question de la probité, c'est 2 choses différentes et c'est le vrai débat, c'est que cette justice malienne a besoin d'accompagnement, a besoin de volonté politique. Ce qu'il dit, il a raison. Il y a grande part de responsabilité de ces hommes politiques qui eux-mêmes savent que c'est eux qui sont dans la corruption et qui sont les premiers d'hériter par les magistrats. Donc ils empêchent les magistrats à faire leur boulot, à faire le travail. Quand on prend l'exemple le plus frappant, c'est le rapport du vérificateur général de 2017, et qui est sorti en 2018, qui était le rapport de 2015. Le ministère de l'économie refusait de donner des données, des documents. Ça, c'est une volonté politique. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Parfois, les magistrats arrêtent des gens, ils viennent et ils reçoivent des coups de fil. Mais c'est parce que le magistrat, à un moment, ne montre pas qu'il est capable de résister à la pression. Dans ce cas, sont-ils indépendants ? À la pression politique. Il n'est pas capable de résister à la pression politique. Si demain, moi, je viens voir M. Maïga pour lui demander de laisser professeur, il va me dire non. Parce que je n'ai aucun pouvoir politique sur lui. Mais quand bien même il sait que je peux le faire muter pour qu'il aille à Ogo Sabo pour devenir procureur là-bas, certainement il aura peur. Quand je suis à un certain niveau, je lui demande. C'est ça la réalité de ce pays, qu'à un moment, la magistrature a été fragilisée, la justice malienne a été politisée aussi. Heureusement qu'il y a des syndicats qui existent aujourd'hui et qui sauvent le peu de meubles qu'il y a dans cette justice. Et moi, je vois ce qu'ils font comme boulot, les deux syndicats. Mais la réalité, c'est que la justice malienne est une justice corrompue, majoritairement corrompue. Il y a quelques bons éléments, mais laissons-nous dire la vérité, un chat s'appelle un chat. Les investisseurs ont-ils raison? Vous aurez la parole tout de suite. Les investisseurs ont-ils raison de refuser ou de vouloir ne pas venir au Mali pour investir, professeur? Un investisseur, comme le disait M. Dambélé tout à l'heure, il veut la stabilité juridique. Il veut que s'il investit, s'il a des soucis, s'il est amené à mener une affaire au tribunal, qu'il ait un jugement dans les règles de l'art. L'ambassadeur d'Allemagne, ce serait intéressant également de remonter à la psychologie de l'ambassadeur d'Allemagne, parce qu'il s'est trouvé qu'au Mali, il y a une entreprise malienne, une très grande entreprise malienne, d'un très grand homme politique au Mali, qui a introduit en bourse en Allemagne, qui s'est introduit à la bourse en Allemagne, et il y a eu des centaines de petits investisseurs de cette entreprise qui ont été lésés. Dans le domaine minier. Oui, pour ne pas donner de nom, dans le domaine minier, c'est l'affaire Pearl Gold. C'est l'ex-candidat aux élections présidentielles. Pour l'ex-candidat aux élections présidentielles. Et pour les Allemands, le jugement qui a condamné Pearl Gold à payer 16 milliards plus 400 kilos d'or à l'entreprise de ce monsieur, Wassoulou Or, monsieur Diallo, Diallo. Oui, ce jugement a semblé étonnant, a éberlué tous les Allemands. C'est pour ça. Et c'est resté dans la tête certainement de cet ambassadeur. Parce que
comment vous condamnez quelqu'un, d'accord, vous condamnez une entreprise qui est actionnaire à 25% de votre société, vous la condamnez à 16 milliards, et vous demandez en plus des kilos d'or. Ça, c'est un jugement qui a semblé étonnant. Je ne rentre pas dans les détails, je ne connais pas tous les fonds de l'affaire. Peut-être le Père Gol avait tort par rapport à M. Diallo, je ne sais pas. Mais c'est ce genre de fait. Une seule personne qui va anéantir toutes les capacités d'investissement au Mali. 2 ans après, en 2017 ou 2016, je ne me rappelle plus, il y avait une réunion minière au Mali. On a rencontré des investisseurs allemands. Ils disent qu'eux, ils ne vont jamais investir au Mali. Ils vont investir au Burkina, mais ils ne vont plus investir au Mali parce qu'ils ont eu vent de l'affaire Père Gol, Ouassoulour. Je ne dis pas que peut-être Ouassoulour a raison, Père Gol a, je ne sais pas, mais c'est ce genre de choses qui peut saper entièrement tous les efforts que l'on fait pour attirer les investisseurs. Ensuite, il y a un problème qui est souvent dénoncé au Mali, c'est la jurisprudence. On n'a pas une jurisprudence fixe. Un manque de doctrine. Ça, et par exemple, M. Maïga disait que les gens ne sont pas corrompus. La perception qu'ont beaucoup de Maliens, par exemple, dès qu'il y a un problème foncier au Mali, ils savent que c'est l'argent qui va trancher le débat. Parce qu'on a vu, c'est passé dans les journaux, à chaque fois, vous avez des problèmes fonciers, des titres qui ont été octroyés à plusieurs personnes, des gens qui ont des millions, à qui on réattribue les titres fonciers. Donc tout ça, ça fait que... c'est peut-être les brebis galeuses, mais une seule brebis galeuse... Ça n'a rien à voir dans l'attribution des titres. Non, au tribunal. Oui, mais l'affaire... Non, mais c'est pas la justice qui donne. Voici pour c'est pas... qu'on ressente les choses. Non, c'est pas la justice qui donne, mais... C'est l'administration qui octroie les choses. Mais après... Quand l'affaire arrive à la justice... Non, c'est d'abord le problème, c'est depuis au moment de l'emploi du titre. Mais on vient chez vous. Mais on vient chez vous pour régler ce problème. Je vous donne la parole. Je voudrais qu'on ressente un peu la justice. Est-ce que c'est quel rôle la justice peut jouer dans la lutte contre la corruption? C'est ça l'objet du débat. Non, est-ce que la justice elle-même est responsable? Quelle est sa responsabilité? C'est ça non, vous demandez le thème du débat. C'est la responsabilité de la justice. Ou est-ce qu'on vient parler de la corruption de la justice? Parce qu'on peut faire ça même dans le domaine du journalisme, dans le domaine de la recherche, parce que je suis chercheur à l'IRT avec le professeur Bakary Camara, demandez-lui, ou la corruption dans le domaine de l'enseignement. Permettez-moi, M. Maïga. Permettez-moi, s'il vous plaît, parce qu'il faudrait que je précise une chose. Monsieur Maïga, oui. Je vais juste préciser quelque chose. Beaucoup de Maliens, beaucoup de chercheurs, beaucoup de centres d'études, beaucoup d'observateurs l'ont dit, la corruption, elle est à plusieurs niveaux au Mali. Mais beaucoup de gens disent également que c'est la justice qui devrait pouvoir trouver une solution à ce problème. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que la justice, quel est le niveau de responsabilité de la justice? C'est ça le thème du débat. Écoutez, nous, syndicats, disons, la justice d'une manière générale, et d'abord l'État, nous avons beaucoup d'efforts à faire, disons, pour que les choses deviennent de plus en plus normales et crédibles. Et je peux vous assurer, et ça je l'ai dit depuis la fois dernière, jusqu'à présent nous cherchons, nous syndicats, des fonds pour organiser une formation pour nos syndiqués sur l'éthique et pour pouvoir recycler nos syndiqués aux procédures. Mais depuis 5 ans, personne ne nous donne un rond. Et tout le monde est propre et prompt à venir nous casser sur les télés, sur les radios. La justice est corrompue, mais on demande à tout le monde, aidez-nous pour qu'on puisse aider nos syndiqués. Personne ne vient. Alors il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on aime haranguer les foules, la justice, parce que ça fait beaucoup de débats, les gens viennent, vous êtes, voilà, on est content, ou est-ce qu'on veut réellement s'attaquer au problème pour trouver une solution? Ça aussi c'est un débat. Est-ce que c'est l'argent qui est la solution? Non, c'est qu'il faut un recyclage. Il faut un recyclage et il faut de temps en temps des formations sur l'éthique, la déontologie. Ça, nous, syndicats, on demande des fonds pour ça. On ne nous donne pas, mais ce sont ces mêmes personnes qui sont propres à venir sur tous les médias pour nous jeter des cailloux. Alors qu'on demande, on dit, venez nous aider. Personne ne vient nous aider, mais on nous prend en photo partout. C'est pas possible, il faut savoir ce qu'on veut. Ça, c'est un. Et ce que vous dites par rapport... Monsieur Maïga, permettez-moi, s'il vous plaît, permettez-moi aussi de répondre permettez-moi, c'est pour que les auditeurs puissent mieux comprendre ce qui est dit au cours de ce débat. Est-ce que, moi je voudrais comprendre, est-ce que pour être honnête, faire bien son travail, ne pas être corrompu, est-ce qu'on a besoin d'un renforcement de capacité, d'une formation pour cela? Pour être propre, pour être intègre, on a besoin d'un renforcement de capacité.
d'abord d'une formation initiale très très pointue, des renforcements des capacités périodiques, d'avoir des moyens qui puissent nous mettre au-dessus de certaines contingences. Okay. Ces magistrats qui sont corrompus, est-ce qu'ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire ou écoutez, c'est que moi, j'aime pas ce... C'est des questions, attendez, je ne souhaite pas qu'on ramène le problème de la justice uniquement à dire seulement les magistrats sont corrompus. C'est que, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Allez-y. Est-ce que j'ai la parole pour pouvoir terminer? Allez-y. Écoutez, quand on parle de 50% des gens, ou de 96, des 50% d'acteurs de la justice qui disent avoir accepté des avances, c'est un fait, c'est un constat. Mais moi, je vous dis que c'est la conséquence de notre problème, mais pas le problème en tant que tel. Écoutez, vous savez encore qu'il y a des magistrats qui partent à pied. Est-ce que vous avez un dossier de centaines de millions, pendant que vous, votre bailleur, vous devez à votre bailleur, pendant que votre enfant est malade à l'hôpital, pendant que vous n'avez pas les frais pour payer, c'est que, voici des contingences, c'est que derrière chaque robe, il y a un cœur qui bat. Et ce cœur qui bat peut flancher suivant les contingences sociales. Il faut mettre le magistrat au-dessus des contingences sociales. Il faut protéger le magistrat des affres de politique. Tu vas voir quel procureur engager une procédure, même s'il peut... C'est que les infractions financières sont régies par une procédure spéciale. Les infractions financières sont régies par une procédure spéciale. Écoutez, tu vas voir quel procureur prend son courage à deux mains, engager une procédure contre, je ne sais pas, X personnes avec des entrées un peu partout. Aux prochaines mutations, il est mis de l'autre côté. Donc la justice est instrumentalisée. La justice est instrumentalisée. Et vous l'acceptez? Nous luttons. Non, c'est pas comme ça. C'est que les choses ne sont pas simples. L'appareil judiciaire, elle est compliquée. Elle a des règles qui sont totalement différentes de ce que vous pouvez connaître. Même tous les juristes ne connaissent pas. Les magistrats au niveau des pôles, surtout les procureurs qui engagent les poursuites, sont nommés par l'autorité politique. Et nous avons tout fait pour dire que ces nominations, en tout cas de cette forme, s'arrêtent. Que le président de la République ne soit plus membre du Conseil supérieur de la magistrature. C'est-à-dire que ça commence par là. Vous êtes dans la finalité. Nous sommes au début. Vous voyez la finalité. Mais avant d'arriver là-bas, il faut commencer quelque part. Nous sommes au début. Il faut que l'intrusion, en tout cas, les canaux par lesquels le politique s'infiltre dans le judiciaire, s'infiltre dans la nomination des magistrats, que ces voies-là soient fermées. Quand le magistrat n'a peur de rien, ni de personne, quand il est au-dessus des contingences, alors il peut être magistrat. Mais quand vous avez beau être propre, vous avez beau être éthique, il y a des moments où si ça vient, il faut être, disons, un surhomme pour pouvoir résister. Vous avez un enfant? Vous avez un enfant? C'est pas moi l'invité du débat, je pose des questions. Si vous avez un enfant... Je ne répondrai pas à la question parce qu'il y en aura d'autres. Imaginez un enfant entre la vie et la mort pendant que vous n'avez pas un rond dans votre compte à banque. Moi, ça m'est arrivé. Il a fallu l'appui de la famille pour pouvoir me sortir de cela. Un magistrat qui, dans cette position, a un dossier avec des millions dedans à gérer, est-ce qu'il va aller ou pas? Il sera corrompu. Si vous voulez une justice propre, donnez les moyens financiers, les moyens matériels, et ensuite les moyens, disons, comment je vais dire, l'organisation nécessaire. Mais aujourd'hui, ramenez tout le débat, M. Maïga, vous faites un faux débat, et je le redis, ce serait une insulte à tous ces magistrats qui luttent partout avec honneur et dignité pour rendre le peu de justice dont vous n'êtes même pas satisfait là. Pour rendre ça. D'accord. Oui, Soumaré. Ajouter également pour les auditeurs, comme M. Maga vient de le dire, là je vais abonner dans son sens. Les procureurs ne sont pas indépendants. C'est les juges du siège qui sont indépendants. Et théoriquement même, ils ne devraient pas être mutés, l'article 82 de la Constitution. Mais on a trouvé une parade, la fameuse nécessité de service. On peut muter maintenant les juges qui sont supposés être indépendants par nécessité de service. C'est une déviance en fait de l'article 82 de la Constitution qui interdit l'inamovibilité des juges. C'est un premier point. Deuxième point, effectivement, quand le vérificateur amène ses dossiers au niveau de la présidence, après ça va au niveau de la cellule qu'on appelle le CASCA. Et c'est au niveau de la CASCA que les procureurs vont juger de l'opportunité des poursuites. Mais ces procureurs ne sont pas indépendants.
monsieur a raison en disant qu'il faudrait trouver une solution, déjà pour enlever, comme il l'a dit, le président du Conseil supérieur de la magistrature. C'est parce que normalement, c'est la séparation des pouvoirs. Pouvoir judiciaire, qui était avant 92, qui était l'autorité judiciaire, et maintenant le législatif et l'exécutif. Comment quelqu'un qui est au niveau de l'exécutif peut être chapeauté le pouvoir judiciaire? Ça, c'est une anomalie qu'il faudrait lutter contre ça. Mais néanmoins, on en revient toujours au même problème. La fin ne doit pas nécessiter tous les moyens. Malheureusement, peut-être l'exemple est mal cité par rapport à l'information que vous m'avez donnée tout à l'heure. Hein. C'est pas parce qu'on a des problèmes qu'on doit forcément voler, c'est pas parce qu'on a des problèmes qu'on doit être corrompu ou accepter d'être corrompu. Vraiment, l'éthique est essentielle, la déontologie est essentielle. Et les formations en déontologie... La corruption peut-elle en être éthique, justifiée? Comment? Est-ce que la corruption même peut être justifiée? Non, aucun cas la corruption ne peut être justifiée. C'est une excuse de justifier le fait qu'on est dans des problèmes qu'on va accepter. Le juge qui a la chance d'avoir un dossier, lui pourra aller voir les personnes mises en cause, mais le petit fonctionnaire qui est dans un bureau, qui n'a même pas accès à la lumière, qui a des problèmes en fin de mois, comment il va faire? Et pourtant, lui, il ne va pas voler, il ne va pas aller voir quelqu'un parce qu'il n'a pas la possibilité. C'est là-bas on a les plus gros détournements. Non, c'est-à-dire que... Et là, on ne parle pas de ça. Clément, il y a Youssouf Maïga qui estime sur Facebook que la corruption est enseignée depuis l'école par les enseignants et les professeurs eux-mêmes. Non, mais avant d'aller à l'école, la corruption est enseignée. Ça a été culturalisé au Mali. Ce n'est même pas institutionnalisé, ça a été culturalisé, si vous me permettez le néologisme. Ça a été culturalisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prend la main du petit enfant, avant d'aller à l'école, à la mairie, on va corrompre devant lui. On trouve que c'est normal de donner 5 000 francs aux policiers pour faire la pièce d'identité qui ne fait que 1 500 francs CFA parce qu'on est pressé et l'enfant grandit en pensant qu'il faut corrompre. Vous savez, M. Touré, quelqu'un qui est né dans la corruption, quelqu'un qui a grandi dans la corruption, qui a fait ses études dans la corruption, qui a eu son diplôme et qui travaille, si vous lui dites de ne pas corrompre, il va corrompre. Quand quelqu'un qui pense que la corruption c'est sa dignité, ne l'appelez pas au nom de la dignité pour qu'il arrête de voler. Nous sommes 95% musulmans au Mali. Un pays qui est placé 121e dans le dernier classement des pays les plus corrompus au monde. Allez-y voir, allez-y trouver l'erreur. Moi, je vais tout simplement... Quand vous me posez la question, est-ce que la corruption est justifiée? Oui, elle est justifiée. Elle est justifiée par l'impunité. Voilà, je reproche encore aux magistrats. Elle est justifiée par l'impunité. La corruption est justifiée par la cupidité. Par la cupidité. La corruption est justifiée par le fait qu'il y a des gens qui ne savent pas pourquoi ils sont là. C'est le manque d'éthique. La corruption... Non, monsieur Maïga. Monsieur Maïga, les auditeurs veulent vous entendre, s'il vous plaît. Les auditeurs et les téléspectateurs veulent vous entendre. Il va finir dans 30 secondes et vous aurez la parole. Monsieur Maïga, il va terminer dans 30 secondes et vous aurez la parole. Allez-y, Clément. C'est le lieu ici déjà que les auditeurs nous écoutent. Justement, pour le respect que vous devez tous aux auditeurs, ils ont besoin d'entendre et de comprendre ce que vous dites. Monsieur Maïga, mon cher magistrat, très cher ami syndicaliste, je vous dis, il faut qu'on accepte cette vérité. Ils ne sont pas tous pourris. Mais quand la majorité est mauvaise mathématiquement, laissez-nous dire que la majorité est mauvaise. Maintenant, cette corruption au Mali, elle se justifie par l'impunité, je disais. Lorsqu'il y a l'impunité qui est là, ça veut dire qu'il y a l'absence d'application de la loi fondamentale, le fondement même de la loi. Et les garants de la loi, laissez-nous nous retourner vers eux. Moi, je fais des études de philosophie, je procède Sciences Po. Je ne veux pas aller dire que, voilà, et le problème de l'impunité est lié aux paysans, ou c'est lié aux chercheurs, ou c'est lié... Non, le problème de l'impunité... D'accord, Clément, il a parlé de société civile et d'autres secteurs. Il y a Massina Souleymane qui dit, après les propos de Mamadou Sinsing Koulibaly contre le président de la Cour suprême, une plainte avait été déposée par ce dernier. Peu de temps après cela, il y a eu les deux parties qui se sont réconciliées. Quelle explication vous donnez à cette situation? Je réponds à votre internaute qu'il n'y a pas eu de réconciliation. Il n'y a pas eu de réconciliation... Nous, Moutapili, il faut qu'on soit honnête, il n'a pas demandé d'excuses à Mamadou Sinsing Koulibaly.
que je sois opposé à lui, mais je tiendrai toujours à défendre la vérité. Nous, Tapili n'a rien demandé à Mamadou Saint-Cyr Coulibaly et il n'y a pas eu de réconciliation et les deux hommes ne se sont pas rencontrés. La photo qu'on a montrée sur l'Internet, c'est un membre de Recotrade. Ce n'est pas Mamadou Saint-Cyr Coulibaly, nous, Tapili, ils ne se sont pas rencontrés. Il n'y a pas eu de réconciliation, il n'y a pas eu de conciliation. C'est ce qu'il dit, il dit réconcilier par Recotrade. Non, il n'y a pas eu de réconciliation. Et Recotrade, comme dans notre tradition, c'est des griots, c'est les hommes de casse, ils sont partis voir nous, Tapili, ils lui ont demandé de retirer sa plainte. Il l'aurait accepté. Ils sont venus voir Maurice Saint-Cyr Coulibaly pour l'informer que nous, Tapili, a retiré sa plainte pour outrage à magistrat et menace, ce qui n'était pas du tout justifié parce que le fond du débat, c'était une accusation sur la corruption, qu'il est l'homme le plus corrompu du Mali. Comme le débat d'aujourd'hui n'est pas sur ça, on attendait qu'il porte plainte pour diffamation et qu'il apporte la preuve qu'il n'est pas corrompu. Ça n'a pas été le cas, il a porté plainte pour diffamation. Apparemment, on ne doit pas dire à un magistrat au Mali qu'il est corrompu et qu'on ne demande pas la preuve et on va en prison pour ça. Le vrai débat était ça. Il a retiré sa plainte, ça n'engage que nous, on Tapili, mais il n'y a pas eu de réconciliation, il n'y a pas eu d'arrangement, que les magistrats se sont arrangés, non. Alors, ça, il faut reconnaître certains disent que tout le monde est corrompu au Mali. Non, les magistrats n'ont pas fait. Et tout le monde n'est pas corrompu au Mali. Tout le monde n'est pas corrompu. Il y a des Maliens qui sont très bons. Il y a des magistrats qui sont exceptionnels, qui sont des vrais exemples de la magistrature malienne. Et heureusement, sinon le Mali ne serait plus là. Maintenant, je vais vous proposer quelques solutions. Comme, justement, il nous reste 5 minutes, 2 minutes, 1 minute 30 pour chacun. Monsieur Maïga, il demande qu'on les accompagne. Moi, je propose aujourd'hui à notre cher ami Malik Coulibaly, ça coûte 23 milliards. Nous, on a déjà fait l'étude. 23 milliards pour informatiser notre système judiciaire. Depuis la police. Depuis le dépôt des plaintes, comme beaucoup de Maliens ne savent pas écrire, l'enregistrement s'accompagne avec le PV de la police. Et on ne peut pas falsifier, on ne peut plus toucher. Ça part directement au niveau des tribunaux et avec un ticket de rendez-vous systématique dans une base de données. C'est faisable. On a fait des tests, c'est faisable. Aujourd'hui, nous sommes prêts à accompagner les magistrats sur le veulent pour mettre en place ces systèmes-là. On ne leur demande pas de l'argent. Nous, on peut les accompagner dans ça. On peut mettre en place la digitalisation totale avec un numéro vert, la dénonciation. On peut mettre en place aujourd'hui la possibilité, tout ce qu'on demande aux magistrats, qu'à un moment bien donné, quand il y a une affaire au tribunal qui cesse de penser le dessous de table, le pot de vin et qu'il rende la justice, on veut aujourd'hui avoir la confiance. D'accord, merci. Une seconde, permettez-moi une seconde. Il faut aujourd'hui les former. Merci. Monsieur Touré, une seconde, juste 2 secondes. Il faut aujourd'hui former les magistrats comme le syndicat demande. D'accord. Aujourd'hui, la formation des magistrats est unanime. Il faut les former. Merci, monsieur Dambélé. Qu'est-ce que vous proposez comme solution? Ce que nous proposons comme solution, et ça, on l'a déjà toujours dit. D'abord, la formation initiale, la formation continue, et qu'on cesse que tous les canaux par lesquels le politique puisse s'ingérer dans l'appareil judiciaire, que tous ces canaux-là soient fermés. Hein? Et que l'on mette le magistrat au-dessus de certaines conditions. En tout cas, qu'on améliore les conditions de vie et de travail. Sans cela, il est très simple et très facile de s'asseoir dans les médias et de dénigrer tous ces pères et ces mères de famille, ces citoyens maliens comme vous qui, dans le dénouement le plus total, exercent leurs fonctions sans battre tambour ni tam-tam, sans chercher à haranguer les foules. Moi, je pense qu'on doit beaucoup de respect. Donc vous à pensez ces que la personnes-là. solution et aujourd'hui, c'est la formation et ramener tout le monde à ces brebis galeuses qu'on trouve partout, dans le journalisme, dans l'enseignement, partout, et ramener tout le monde. Non, ça existe chez vous. D'accord, merci à vous, professeur Soumaré. Qu'est-ce que vous proposez comme solution? Monsieur Maïga, permettez à Soumaré également de s'exprimer. S'il vous plaît, Dambélé et Maïga, s'il vous plaît. Monsieur Soumaré, à vous. Au niveau de la sélection, il faudrait vraiment faire des tests plus approfondis par rapport à l'éthique. C'est-à-dire, comme disait M. Dambélé, on est corrompu. Depuis le berceau, les gens commencent à être corrompus. Donc il faudrait vraiment que la sélection à l'entrée soit irréprochable. Après, c'est bien de former les gens, mais il faut que les gens que l'on prenne aient une éthique à l'entrée. On développe leur formation, c'est très bien. Maintenant, le problème des conditions de vie, des salaires. Les salaires, aucune étude n'a prouvé qu'un bon salaire empêchait la corruption. Donc ça, c'est
c'est indépendant. C'est vrai qu'on doit les mettre dans des situations. Vous avez des très bonnes situations. Vous n'avez pas les mêmes situations que certains pays avoisinants, parce que c'est une de vos revendications perpétuelles. Mais par rapport aux fonctionnaires de classe B ou qui ont 120 000 francs par mois. Merci. Le magistrat, ce n'est pas un fonctionnaire. Le magistrat n'est pas un fonctionnaire. C'est une grosse erreur qui est toujours commise. Le magistrat n'est pas un fonctionnaire. Ils sont payés. Les traitements ne doivent pas être les mêmes. Ils sont payés par les impôts des citoyens. Ils sont payés par Monsieur Maïga, Monsieur Soumaré va poursuivre. Vous êtes parmi les privilégiés. Vous êtes parmi les privilégiés du pays. Donc, êtes-vous optimiste par rapport à la lutte contre la corruption au Mali? Non, oui, là, c'est pas un privilège. Il faudrait, pour être optimiste. Merci à nos trois invités. On aura l'occasion de revenir sur ce débat. Et si les trois invités le veulent bien, on va revenir encore sur ce débat en Bambara pour que bon nombre de Maliens puissent comprendre ce qui se passe au Mali en termes de corruption. Merci Abdourahmane Mohamed Maïga du syndicat libre de la magistrature Silman, Clément Dambélé de la plateforme de lutte contre la corruption et le chômage au Mali, professeur Mamoutou Soumaré, économiste-chercheur au groupe de recherche et de réflexion sur la corruption GRRC, à la régie vidéo et à la régie audio. Il y avait monsieur Mamadi Keïta et Mamadou Ouattara. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Merci à tous. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.